Au cours de la précédente vidéo, nous avons parlé de Père riche, Père pauvre et nous avons fait une introduction brève dessus. Mon souhait au travers de ce podcast est d'approfondir un peu plus ce livre parce que je pense que le livre a beaucoup plus de choses à apporter que ce que j'ai dit dans la vidéo. Donc on va commencer. Donc je vais faire un retour rapide sur ce qui a été dit dans la vidéo référence qui sera dans les commentaires et je vais développer un peu plus quelle est l'idée de ce livre. L'important pour moi c'est vraiment que à la fin de ce podcast que vous disiez, j'ai appris des choses sur le livre, j'ai compris quelle était l'intention de l'auteur. Je vais également donner quelques avertissements par rapport au livre. Un livre, c'est un outil et c'est comme un couteau. Le couteau peut être utilisé effectivement pour cuisiner ou pour faire des choses pas bien. Et l'idée, effectivement, c'est d'apporter cette nuance et d'apporter également un angle qui, pour moi, permettrait effectivement de se servir des informations de ce livre de manière optimale plutôt que de s'en servir de manière néfaste. Au cours de la précédente vidéo, j'ai parlé de l'idée générale du livre, qui est que Robert Kiyosaki dans le livre, il dit: j'ai un père riche et j'ai un père pauvre. Mon père riche, c'est quelqu'un qui investit dans des business, donc il ouvre des magasins, etc. Il a plein de business. Et mon père pauvre, c'est quelqu'un qui travaille, qui gagne de l'argent et qui épargne, ça c'est bien, mais en même temps, il dépense plus. C'est-à-dire que il fait, c'est pas qu'il épargne, mais plutôt il fait des économies. Il fait des économies et ensuite il dépense ses économies pour acheter une grosse maison, la grosse voiture, s'endetter, etc. Et finalement, il meurt endetté. Et voilà, je pense que dans ce dualisme, c'est dans ce dualisme que se trouve l'idée principale du livre, qui est de dire: soyez moins comme mon père pauvre et soyez plus comme mon père riche. Mais dans quel sens? Il le dit dans le sens où l'erreur principale qu'a fait son père pauvre, c'est de trop dépenser par rapport à ce qu'il gagne. Il travaille, il gagne de l'argent et derrière, il dépense cet argent pour, euh, pour acheter une grosse maison, une grosse voiture, etc., etc. Et donc finalement, il ne lui reste plus grand-chose. Le peu qui lui reste, il s'en sert pour les vacances. Et puis finalement, il lui reste plus rien. Et il est dans cette course constante, il court constamment derrière l'argent. Et dès qu'il a perdu son travail salarié, c'était la fin des haricots pour lui. Il avait un poste de directeur, il cherche du travail, il ne trouve pas du travail, mais il a des prêts sur le dos, il a une grosse maison, et finalement, dès que le château de cartes, dès que la colonne vertébrale de son système tombe, c'est-à-dire qu'il n'a plus son travail salarié, eh bien, c'est la fin des haricots pour lui. Il se retrouve complètement annihilé. Et son père pauvre a vécu les derniers instants très difficiles dans sa vie, dans le sens où il a cherché du travail, il n'a pas trouvé, il était endetté, et c'était vraiment triste. Ok? Bien. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment pouvons-nous utiliser cette information? Comment pouvons-nous utiliser ce que nous dit Robert Kiyosaki à notre avantage? Et donc, moi, je vais exposer ma vision des choses. D'après moi, l'idée est la suivante. Déjà, on va partir sur un exemple concret. On part sur quelqu'un qui travaille. Donc, il travaille, il a un travail salarié. Jusque-là, tout va bien. Il gagne de l'argent. Bien. Une fois qu'il a gagné cet argent, alors il va essayer, il doit impérativement épargner. C'est ça la chose importante. La première chose, c'est qu'il doit épargner. C'est-à-dire que chaque mois, il doit arriver à mettre de l'argent sur son compte chaque mois. Comme ça, le jour où il perd son travail, il a de l'argent sur son compte.
Et certains vont dire oui, mais en France, on a le chômage, etc. Mais pour toucher le chômage, il faut attendre. Il faut aller voir l'organisme, dire je suis en chômage à présent, et ensuite ils vont faire leur étude, leur délibération avant de vous donner de l'argent. Ça veut dire que si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas d'épargne, alors à ce moment-là, comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous faites pour manger? Si à la fin du mois, tu as 0 euros sur ton compte, tu perds ton boulot, tu dois payer le loyer, etc., etc. C'est compliqué. Bon, généralement, on va dire, on ne perd pas son travail du jour au lendemain, mais vous avez compris l'idée. L'idée, c'est qu'il faut avoir de l'argent de côté et cet argent va servir dans les temps difficiles. Ça, c'est la première chose que nous apprend Robert Kiyosaki. La deuxième chose, c'est que une fois qu'on a épargné, on va investir. Mais alors, à quel moment est-ce qu'on commence à investir? Et là, je donne encore mon interprétation personnelle. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais à mon avis, il faut avoir 6 mois de d'expense, 6 mois de charge sur son compte. C'est-à-dire, prenons l'exemple de quelqu'un qui gagne 2000 € et chaque mois, il a 1000 € de charge. Qu'est-ce que j'appelle par charge? Il a un loyer, on va dire 650 € de loyer. Il doit payer l'électricité à 100 euros. Il doit payer à manger pour 200 euros. Il doit payer l'eau. Voilà. Et peut-être. Oui. Donc, c'est vraiment les dépenses récurrentes. S'il aime s'acheter des vêtements, on va pas mettre ça dans la dépense récurrente. On va dire vraiment la nécessité de nécessité, quoi. Une fois que tous ces éléments de nécessité sont retirés du compte, alors il ne lui reste que son reste à vivre. Et maintenant, dans ce reste à vivre, il va pouvoir effectivement se faire plaisir, acheter des vêtements, faire des voyages ou épargner, etc. Épargner, voilà. Donc voilà. Bien. L'idée, une fois qu'on a épargné, donc on continue sur l'exemple de cette personne qui gagne 2000 € et qui a 1000 € de charge. Ça veut dire que cette personne doit avoir au moins 6 mois de charge, ce qui fait qu'il doit avoir 6000 € sur son compte. Mais alors, mais comment faire? Comment faire? On continue toujours sur l'exemple de cette personne qui a 2000 €. Donc, il gagne 2000 € et qui a 1000 € de charge. Ça veut dire qu'il doit arriver à 6000. Pour arriver à 6000, eh bien, il va essayer d'épargner 400 € dans le mois. 400 € qui va venir constituer son épargne de sécurité. Et l'avantage de cette épargne de sécurité, c'est que d'une part, on a effectivement la sécurité et d'autre part, on a de l'argent qu'on peut utiliser pour montrer son sérieux auprès des banques. Dans le cas d'un prêt, d'une recherche de prêt pour une résidence principale ou un investissement immobilier. Et donc, en épargnant 400 € par mois, il faut 15 mois pour obtenir 6000 €. Ok? Donc, pour moi, c'est vraiment ça la base de la gestion financière. Après, il faut quand même savoir s'adapter. Quelqu'un qui gagne moins et devra potentiellement faire moins, mais voilà. Et les charges dépendent de tout un chacun. Donc, à chacun de voir ce qu'il peut épargner au vu des circonstances, s'il a des enfants, etc., etc. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à 6 mois d'épargne. Donc, forcément, plus vous êtes nombreux, plus ce sera compliqué, bien entendu. Mais l'idée est là. Donc, on commence avec l'étape numéro 1, épargner 6 mois de dépenses en cas de pépin. Bien. Une fois que ça c'est fait, on va passer à l'étape suivante qui sera d'investir. Donc, pour investir, pour moi, il est important comment dire, de savoir dans quoi investir. Il y a différents véhicules d'investissement. On a l'immobilier, la bourse et les moyens alternatifs. Par exemple, un moyen alternatif, ça pourrait être une voiture, acheter une voiture, la mettre en location et puis finalement, la voiture nous rapporte plus. Mais
Voilà. L'idée générale de l'investissement, c'est d'acquérir des actifs. Un actif, c'est quoi? C'est quelque chose que tu achètes et qui te rapporte de l'argent. Par exemple, tu achètes un appartement, je dis n'importe quoi, 100 000, tu as un prêt dessus, tu as peut-être, on va dire, 650 euros de mensualité. Tu mets dedans un locataire à qui tu le fais louer à 700 euros. Ce locataire donc te paie 700 euros, et tu prends 650 euros pour payer la banque et derrière tu as 30 euros de charge, donc tu te retrouves avec 20 euros de plus-value qui rentre dans ta poche. Il y a des impôts à payer dessus, mais normalement si tu fais de la location meublée, tu n'as pas d'impôt normalement. L'idée est là. Maintenant, il y a différents actifs. Donc, j'ai déjà parlé de l'immobilier, j'ai parlé de la bourse, et voilà. Maintenant, je vais revenir un peu plus en détail sur l'immobilier, mais ça va être assez succinct. Voilà. La première chose dans l'immobilier, c'est qu'il faut avoir de l'argent sur son compte. Il faut avoir de l'argent sur son compte. Donc, précédemment, on a parlé du fait de faire une épargne de sécurité. Donc, grâce à cette épargne de sécurité, effectivement, ça vous permet d'avoir de l'argent sur votre compte, au moins 5 000 pour pouvoir investir dans l'immobilier ou même acheter sa résidence principale. Si vous allez acheter votre résidence principale sans avoir d'argent d'épargne, la banque vous dira non, quoi qu'il arrive, même si votre capacité d'emprunt le permet, ils vont se dire, ce sont des dépensiers incapables de gérer leur argent. Est-ce que j'ai vraiment envie de prendre le risque de leur prêter qui se retrouvent incapables de payer, etc., etc. Voilà. Donc, le fait d'épargner a un double avantage finalement. Donc, on a déjà de l'argent de sécurité qu'on peut utiliser en cas de besoin. Et également, ça nous donne de la crédibilité auprès des banques lorsqu'on veut faire de l'immobilier. Voilà. Maintenant que on a ces deux éléments, on décide maintenant d'investir dans l'immobilier. Quand on décide d'investir dans l'immobilier, il faut choisir la stratégie qu'on veut appliquer. On peut également avoir une approche qui consisterait à tester différentes stratégies parce qu'on ne sait pas laquelle on va préférer, etc. Donc, donc, pour refaire un parallèle avec le livre, effectivement, Robert Kiyosaki recommande d'acheter des actifs. Et dans le livre, il a parlé de l'immobilier. Donc, il dit avoir fait pas mal d'immobilier et c'est grâce à l'immobilier qu'il a obtenu une grande partie de sa fortune. Bien. Euh, Maintenant, comment dire, pour l'immobilier, l'idée c'est d'acheter un appartement, de le mettre en location et derrière que le locataire paie votre mensualité. Et derrière, c'est un peu comme si le locataire faisait de l'épargne pour vous. C'est-à-dire que vous achetez un appartement à 100 000, il faut rembourser avec les intérêts, etc. Peut-être tu dois retrouver à 170 000 à rembourser sur 25 ans ou 20 ans. Et derrière, le locataire, il prend, il s'occupe de ça pour toi. Et donc, finalement, c'est, voilà. Tu utilises le levier de la banque qui finalement n'est pas ton argent pour obtenir derrière une épargne pour acquérir un bien sur le long terme. Ok. L'idée est là. Maintenant, comment faire? Quels sont les éléments importants à regarder avant d'investir dans l'immobilier? La première chose dans l'immobilier, c'est qu'il faut avoir de l'argent sur son compte. Il faut avoir de l'argent sur son compte. Donc, précédemment, on a parlé du fait de faire une épargne de sécurité. Donc, grâce à cette épargne de sécurité, effectivement, ça vous permet d'avoir de l'argent sur votre compte, au moins 5 000 pour pouvoir investir dans l'immobilier ou même acheter sa résidence principale. Si vous allez acheter votre résidence principale sans avoir d'argent d'épargne, la banque vous dira non, quoi qu'il arrive, même si votre capacité d'emprunt le permet, ils vont se dire, ce sont des dépensiers incapables de gérer leur argent. Est-ce que j'ai vraiment envie de prendre le risque de leur prêter qui se retrouvent incapables de payer, etc., etc. Voilà. Donc, le fait d'épargner a un double avantage finalement.
Donc, on a déjà de l'argent de sécurité qu'on peut utiliser en cas de besoin. Et également, ça nous donne de la crédibilité auprès des banques lorsqu'on veut faire de l'immobilier. Voilà. Maintenant que on a ces deux éléments, on décide maintenant d'investir dans l'immobilier. Euh, Quand on décide d'investir dans l'immobilier, il faut choisir la stratégie qu'on veut appliquer. On peut également avoir une approche qui consisterait à tester différentes stratégies parce qu'on ne sait pas laquelle on va préférer, etc. Donc, bien. Ce qu'il faut savoir dans l'immobilier, c'est qu'il y a trois stratégies principales qui sont l'achat d'une résidence principale, l'achat-location, c'est-à-dire que vous achetez un bien, vous le mettez en location. Le locataire paie le loyer et si vous avez bien fait le taf, le loyer vous permet de couvrir toutes vos charges de propriétaire, charges de copropriétaire, taxes foncières, ainsi que l'assurance liée à l'appartement. Potentiellement, euh, les frais d'agence si vous le mettez en location par une agence. Donc, en plus, effectivement, de couvrir vos charges de propriétaire, il doit couvrir votre mensualité que vous payez à la banque. Ok? L'idée, pourquoi cela? Tout simplement parce que vous souhaitez effectivement pouvoir enchaîner les opérations. Et pour pouvoir enchaîner les opérations, ce serait bien que vous puissiez garder de l'argent. D'accord? Et si votre locataire arrive à payer votre mensualité plus vos charges de propriétaire, c'est déjà bien. Mais c'est bien, mais pas suffisant. Pourquoi? Parce que supposons que vous achetez un premier appartement. Donc, on prend toujours l'exemple de la personne qui gagne 2000 euros. Il achète un appartement à 100 000 à une mensualité de 650. En termes de charges, il a un ensemble de charges de propriétaire, etc. qui se ramène à 50 euros par mois. Bien. S'il met son appartement loué à 700 euros, alors le locataire, le loyer va couvrir ses charges. Ses charges de propriétaire ainsi que sa mensualité. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que cette personne, lorsqu'il va vouloir embrayer sur un autre projet, ce qui va se passer, c'est que la banque va lui dire ok, vous gagnez de l'argent, vous faites de la location, bien. Donc, on va prendre vos revenus, donc vos revenus fonciers issus de votre location, et nous allons le multiplier par 70%. 70%, c'est un temps utilisé par la banque, c'est un coefficient utilisé par la banque pour dire si vous avez de la vacance locative, voilà, vous allez payer 30% en moyenne. Donc, on se couvre en prenant comme revenu foncier 30% des 700 euros, n'est-ce pas? Voilà. Donc, 30% des 700 euros. Alors, on continue. La banque considérera que vous percevez comme revenu foncier 70% des 700 euros, ce qui fait 490 euros. Et elle considérera par conséquent que vous payez de votre poche 210 euros à la banque. Donc, on a donc nos 700 euros, 70% des 700 euros, 490 euros, d'accord, pris en compte par la banque, et la banque considérera que vous payez 200 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avec votre salaire de 2000 euros, vous êtes capable d'acheter un bien ayant une mensualité de 700 euros maximum. Ok? Et une banque, comment dire, une mensualité de 700 euros sur 20 ans. Donc 20 ans, ça fait combien de mois? Donc, nous obtenons les 700 euros en prenant les 2000 euros multipliés par 0,35.
Parce que 0,35, c'est la capacité d'emprunt maximale autorisée recommandée par les banques. Donc l'idée c'est que vous avez 2000 euros de salaire et vous pouvez vous endetter à hauteur de 35% de votre salaire mensuel net. Je dis bien net. Ok? Donc ce que vous recevez sur votre compte. Donc à partir de là, effectivement, vous avez 700 euros de capacité on va appeler ça le plafond de verre d'endettement. Ok? 700 euros. Maintenant, ces 700 euros, on va voir combien on peut prêter sur 20 ans. Donc, avec ces 700 euros, on va multiplier par 12, on va multiplier par 20 et on va multiplier par 0,9. Mais pourquoi 0,9? 0,9 parce qu'on considère que vous faites financer les frais de notaire par la banque. C'est-à-dire que vous faites une opération totale. D'accord? Vous achetez le bien et les frais de notaire sont payés par la banque. Les frais de notaire sont des frais, des taxes qui sont prélevés sur chaque bien. Et ces frais varient entre 7 et 8% de la valeur. Bon, des fois, ça peut aller à 10%. On prend un coefficient de 0,9. Donc, dans notre cas de la personne qui gagne 2000 euros, elle pourra effectivement faire un prêt de 151 000 euros. Pourquoi 151 000 euros? Parce qu'on prend 700 euros, qu'on multiplie par 12, qu'on multiplie par 20, qu'on multiplie par 0,9 et on est à 151. Et donc là, c'est ce que la personne la valeur du bien que la personne peut s'acheter avec ces 2000 euros tout en faisant financer les frais de notaire. Ok? Bien. Maintenant que nous savons ce qu'il est possible d'acheter avec ce bien, je vais parler des principales techniques. Donc la première technique, c'est effectivement d'acheter votre résidence principale. On va partir sur là-dessus. Ok, bien. Donc vous achetez votre résidence principale, c'est pas mal parce que votre loyer, plutôt que de partir à votre bailleur, une partie va partir à la banque et une partie va partir dans votre poche. Vous allez payer les intérêts et ensuite une partie va dans votre poche. Ok. Donc vous faites un peu de l'épargne en achetant une résidence principale. C'est un peu mieux que d'être locataire. Mais il y a mieux. Ce qui est plus intéressant que ça, c'est de faire de l'achat-location. C'est-à-dire que vous achetez un bien, que vous allez mettre en location. Votre locataire va payer effectivement vos charges de propriétaire plus votre mensualité. Et comme on a vu précédemment, comment dire, le montant du loyer doit, comment dire, votre mensualité doit représenter 70% du montant du loyer. C'est-à-dire, la banque considère que vous percevez 70% de vos revenus fonciers. Ok? Ce qui veut dire que sur les 700 euros, la banque considérera que vous gagnez 490. Ce qui veut dire que dans le cas effectivement d'un achat d'un appartement à 100 000, pour lequel vous payez 650 euros par mois de mensualité, alors il faudra une mensualité d'une valeur de... Ok, maintenant nous allons parler du dernier moyen d'investissement recommandé par Robert Kiyosaki, qui consiste effectivement à acheter des actions, d'investir en bourse. Ok. Pour ce qui est de la bourse, il y a deux stratégies. On peut effectivement devenir trader. Donc là, on n'est plus en investissement, c'est plus un métier où on peut effectivement investir. Donc on achète des fonds. Voilà. Les marchés financiers ont une performance moyenne de 7% par an, notamment le S&P 500 qui est l'ensemble des 500 plus grosses capitalisations américaines. Ok. Pour investir là-dessus et derrière gagner de l'argent. Bien. 7% par an, d'après les données historiques. Est-ce que ce sera comme ça dans l'avenir? On suppose que oui, mais on n'est jamais sûr. C'est un risque. Mais c'est quelque chose de quand même assez sécure. Ok? Bien. Globalement, c'est un peu ça dont je voulais vous parler. Ok. C'est globalement de ça que je voulais vous parler. C'est vraiment ce que j'ai tiré de ce livre. Ok?
l'idée générale du livre, c'est ne faites pas comme mon père pauvre, travaillez. Vous pouvez le travailler, il n'y a pas de problème, gagnez de l'argent. Cet argent, utilisez-le, ok, de manière intelligente. Vous pouvez l'utiliser au travers de l'immobilier, vous pouvez l'utiliser au travers de la bourse, ok. Voilà. Mais globalement, l'idée, c'est sécurisez-vous financièrement et acheter des actifs, des choses qui vont vous rapporter de l'argent. Vous pouvez acheter des appartements, vous pouvez acheter des garages, voilà, qui vont vous rapporter de l'argent. Vous pouvez acheter des actions, vous pouvez investir dans des sociétés de placement immobilier. Évitez quand même ceux qui investissent dans les bureaux les bureaux, ok, parce que c'est pas bon. Le locatif, c'est bien. Voilà, globalement, c'est ça. C'est un très bon livre. J'ai beaucoup aimé le livre. La lecture était très agréable. Le storytelling est très bien. Ok. Donc, je vous recommande de le lire. Et voilà. Si vous l'avez déjà lu, dites en commentaire ce que vous avez appris de ce livre. Et voilà. Globalement, c'est un peu ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao.